Dirige-t-on vers une alliance entre Éric Zemmour et le Rassemblement national? Plusieurs personnalités, en tous les cas de ce parti, ont appelé le polémiste à ne pas diviser les forces d'extrême droite face à Emmanuel Macron. Et oui, Marine Le Pen est attendue vendredi dans le Vaucluse, pas très loin de Nîmes où se trouverait Éric Zemmour. Une rencontre n'est pas prévue, mais pour certains, il le faudrait. Hubert Coster. Figure du Rassemblement national, Gilbert Collard l'affirme, il ira à la rencontre d'Éric Zemmour vendredi, alors que le polémiste est à Nîmes pour une tournée de signatures et de conférences. Quoi qu'il en coûte, je veux maintenir entre lui et nous des ponts parce qu'à un moment donné, il faudra bien qu'on se retrouve, qu'on se rassemble si l'on veut bouter M. Macron. Après l'indifférence, puis l'agacement, le RN semble vouloir jouer l'apaisement avec Éric Zemmour. Sébastien Chenu et Louis Alliot ont appelé à ne pas diviser le camp national. Marine Le Pen elle-même tend la main. La ligne n'est pas rompue, je l'ai dit, Éric n'est pas, encore une fois, un adversaire, c'est un concurrent. Je regrette cette concurrence parce qu'on a la capacité d'arriver en tête au premier tour et de gagner au second. Le maire de Béziers, proche de la candidate du RN, alerte lui-même celui qu'il appelle son ami Éric Zemmour. Attends, fais gaffe. Je veux dire, il ne s'agirait pas demain qu'on perde complètement. Robert Ménard a tenté d'organiser une rencontre à Béziers samedi prochain entre les deux leaders, mais les modalités de l'entrevue n'ont pas pu être trouvées. Voilà le Rassemblement national qui tend la main ou pas à Éric Zemmour. Le dialogue est-il possible? Elisabeth Martichoux posera la question à 8h30 à Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Dans l'actualité également, vous parlez de cette cérémonie d'hommage à la mémoire d'Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération. Une cérémonie en deux temps avec ce pan de l'histoire de la résistance qui disparaît. Hommage vendredi aux Invalides, obsèques le 11 novembre en la présence du chef de l'État Emmanuel Macron depuis le Mont Valérien, c'est à Suresnes, en banlieue parisienne. 6h04 sur LCI, la galère à présent pour ceux qui sont victimes de pannes d'ascenseur dans leur immeuble, le quotidien qui peut vite tourner au cauchemar. Une récente étude révèle qu'en Ile-de-France, chaque ascenseur connaît en moyenne 10 pannes par an. Les logements sociaux sont particulièrement touchés. Reportage à Joinville-le-Pont, c'est dans le Val-de-Marne, avec Noël Lee et Guillaume Vicente. Raymonde vit au 6e étage. Asthmatique et opérée du cœur, elle voit son quotidien bouleversé lorsque l'ascenseur tombe en panne. Il faut monter l'escalier de 6 étages toute seule, comme ça avec les paquets. La dernière fois, l'interruption a duré 4 jours. Alors désormais, cette habitante prépare des réserves. Vous voyez, il y a des pâtes, il y a du café, il y a du riz, il y a du sucre, il y a des biscottes. Je prends toujours des provisions de façon à ne pas avoir à sortir s'il y a l'ascenseur qui est en panne. Je ne peux pas sortir, je suis coincée. En Ile-de-France, un ascenseur tombe en panne 10 fois par an en moyenne, notamment dans les logements sociaux. Alors ici, la solidarité se met en place, comme pour la mère de Noura au 10e étage. Une fois, on a trouvé aussi par l'immeuble d'à côté. Donc on achetait en gros et on faisait passer de balcon à balcon. Et les personnes âgées ne sont pas les seules victimes de ce fléau. Bon, avec les poussettes, c'est galère, quoi. On ne peut pas descendre, faut porter le bébé, après il faut descendre la poussette. Avec 2 enfants, c'est pas pratique du tout, quoi. Des pannes favorisées par l'état vieillissant de nombreux ascenseurs et des réparations parfois très longues entre le manque d'effectifs chez les techniciens et des pièces de rechange souvent fabriquées sur mesure à l'étranger. À l'étranger, justement, la jeune voyageuse Gabi Petitot, dont la disparition avait suscité une très vive émotion aux États-Unis en septembre, est donc morte étranglée. Et oui, les résultats de l'autopsie ont été rendus publics et cela relance les spéculations sur le rôle de son petit ami, toujours activement recherché. Gabi Petitot a été tuée 3 à 4 semaines avant la découverte de son corps. 6h07, le temps s'arrête un peu, levons les yeux au ciel et profitons. Profitons, calmons-nous. Guillaume, c'est un phénomène assez rare dont tu veux nous parler aujourd'hui, des aurores boréales. On en voit au Canada, en Alaska, en Écosse, aux États-Unis. Explique-nous pourquoi ça nous fait tant rêver. Et oui, c'est assez rare dans ces pays, dans ces États, ces aurores boréales qui se sont produites durant la nuit de lundi à mardi et la nuit dernière à la suite de ce que l'on appelle une éruption solaire. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, à la surface du Soleil, il y a des particules qui sont émises en permanence, c'est ce qu'on appelle le vent solaire. Et samedi dernier, il y a eu une éruption solaire, une tempête solaire. C'est lorsque ces vents sont très violents et la conséquence la plus visible de ce phénomène, eh bien, ce sont ces aurores boréales. C'est lorsque ces particules pénètrent dans la haute atmosphère
l'atmosphère et ça donne ces teintes vertes dans le ciel. Et plus la tempête solaire sera violente, et bien plus elles seront visibles, ces aurores boréales, vers le sud. C'est pourquoi on en a observé au Canada, du côté des États-Unis aussi, que ce soit au Montana, en Alaska, dans le Dakota du Nord, mais aussi en Écosse. Et là, c'est beaucoup plus rare. En France, on n'en a pas observé. Sachez que ça peut arriver, mais là aussi, c'est très très rare. C'est en moyenne une fois tous les 10 ans. Et la dernière fois, c'était en 2015, c'était le 21 décembre, dans une région que tu connais bien, Hélène, les Hauts-de-France. C'est la région où la probabilité est la plus importante, puisque c'est la région la plus septentrionale. Mais oui, on aime les belles choses. Mais il faut faire un vœu ou pas quand on envoie? On peut. Après, ce qui se réalisera, ça, je peux pas te le garantir. Je te dirais. C'est quoi la meilleure saison? Eh bien, c'est pas du tout en hiver. On pourrait croire justement que c'est en hiver avec les paysages enneigés de la Scandinavie. Non, c'est justement en automne et au printemps. Les deux pics sont observés généralement en avril et en octobre, donc on est en plein dedans. Et notre formidable plateau nous permet d'être dans l'aurore boréale. C'est quand même, faut quand même le noter. En image, c'est absolument magnifique. On les voit aussi en Laponie finlandaise et dans toutes ces contrées. Le pays du Père Noël. Merci beaucoup, mon cher Guillaume. Un autre mystère qui n'est pas en passe d'être résolu, mon cher Benjamin, le mystère de la camionnette. Le mystère du van, ça fait 3 jours que ça monte, cette affaire-là. Et alors là, ça renverse la table dans le Finistère. On ne sait pas pourquoi une camionnette s'est retrouvée sur un abribus. Ouais. On voulait vous mettre la musique de X-Files, mais en fait, je me dis, même dans X-Files, ils ont même pas eu de trucs comme ça. Alors, on va essayer de prendre les éléments à part. Hein, on va essayer de faire les éléments. Pas doucement, on se tient la main et on avance. Parce que là, c'est quand même assez incroyable. Bon, déjà, le premier élément, ça s'est fait dans la nuit. Ça s'est fait dans la nuit de dimanche à lundi parce que ça, c'est ce qu'ont découvert donc les jeunes de Plounévin-Terre en allant prendre le bus, en allant au collège ou au lycée dans les communes voisines. Alors, ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est qu'il n'y a aucun témoin. Vous voyez comme j'ai regardé ce véhicule utilitaire. Moi, ça me fait peur. J'ai regardé ce véhicule utilitaire, ça fait quand même un vide d'une tonne d'œufs. Donc il faut quand même y aller et vu la hauteur, il y a sans doute eu des moyens techniques utilisés. Et pourtant. Ça s'est fait hyper discrètement puisque les habitants ont été tout surpris de découvrir en ouvrant leurs fenêtres ou en allant sur les réseaux sociaux la fameuse camionnette. L'enquête est en cours et on a appris hier que le maire, ça y est, il porte plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Alors cet article du Télégramme est intéressant, on a des éléments sur la voiture en elle-même, c'est quand même, ça aussi c'est un roman. Le véhicule est toujours au garage, personne n'est venu la chercher. Pas de contrôle technique, pas d'assurance. On apprend que la personne est identifiée, elle est injoignable et nos confrères de France Bleu nous précisent qu'il serait une personne qui répare et vend des voitures. Donc l'hypothèse privilégiée, nous dit le Télégramme, c'est le différend local. Le maire parle même éventuellement d'un règlement de compte. Qui, comment, je ne sais pas. Donc je reviens vers vous quand j'ai l'info. Benjamin, en attendant, ça a permis aux réseaux sociaux évidemment de bien s'amuser. Oui, et même la gendarmerie nationale, j'ai envie de vous dire, qui en profite pour faire un peu sa com sur les réseaux et qui sollicite les internautes. Écoutez, si vous avez des théories, les gars, ça nous intéresse. Et vous inquiétez pas, les internautes, ils en ont des théories. Je vous ai fait un petit top 3. Il y a l'hypothèse de l'inspiration parisienne, l'hommage à Johnny Paris, l'hommage à Johnny dans le bourg. Il y a la version bretonne de Fast and Furious qui aura un petit peu mal tourné, et la version bretonne ou finistérienne de l'artiste contemporain, capitale de l'art conceptuel, équilibre, pièce unique, métal, verre, caoutchouc. Bon, au moins, ça a fait marcher l'imagination des internautes. T'as une théorie ou pas, Benjamin? Moi, je dis différent local, ça se tient. La gendarmerie de Landivisio, si vous nous écoutez les amis, appelez-nous, faites quelque chose. Mais oui. Mais on veut percer ce mystère de la fourgonnette sur l'abribus. C'est pas possible. J'en dors plus. C'est une affaire qui C'est vrai que tu n'as pas dormi de la nuit. Tu nous as dit Pascal. Oui. Pascal, très incisif ce matin. Il est gaillard, Pascal, il est solide sur les appuis, je le sens. Dès ton arrivée à la rédaction, tu avais envie de nous parler de Marine Le Pen qui accuse Emmanuel Macron. Dans une tribune. Oui. Non, mais dans une tribune dans le Figaro. Et soi-disant, le président est à l'origine de toutes les augmentations en matière énergétique. Carburant, gaz, électricité, tout y passe. Et Pascal, tu nous dis, à la vue de cet article, que c'est complètement fou. Regardons le verbatim, parce que j'aime bien les choses précises, comme tu le dis. Alors, solide sur les appuis, mais solide sur les fondamentaux aussi. Emmanuel Macron, ça c'est pas moi, c'est Marine Le Pen. Emmanuel Macron a inauguré son mandat en alourdissant les taxes qui atteignent, etc. Bon, il y a 2 parties dans la phrase, vous avez le temps de la lire. La première est fausse, la seconde est juste. Souvent d'ailleurs, en mélangeant le vrai du faux, on pense que le faux va passer. Non. Qui a augmenté les taxes sur les carburants en France? C'est Ségolène Royal. Emmanuel Macron n'a rien à voir là-dedans. Ça date du mandat précédent, du mandat de François Hollande. Vous vous rappelez d'ailleurs du conflit autour des Gilets jaunes. Ça part de ça. Le conflit des Gilets jaunes, c'est l'aboutissement d'un mouvement de décision politique. Il y a une double décision. Il y a, au fond, si je rentre dans le détail,
un système d'étau autour des prix des carburants. On s'est interrogé hier sur l'augmentation massive du prix des carburants. Ségolène Royal prend une décision qui est de loger, je vais utiliser ce mot-là qui est le plus simple, une vraie fausse taxe carbone dans ce qui s'appelait à l'époque la TIPP, la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Et cette taxe, elle l'avait faite pour qu'elle augmente de façon constante. On parle de fiscalité comportementale. C'est-à-dire, l'idée, c'était de pénaliser les gens qui roulaient en diesel pour les désinciter à rouler en diesel et aller vers l'essence. Donc, on a une taxe carbone cachée dans la taxe TIPP croissante. Au même moment, vous avez l'augmentation du prix de la matière première, le baril de pétrole. Plus la trajectoire d'augmentation de cette taxe, ça a fait un effet qu'on a vu au début de l'année 2018, qui s'est traduit par l'effet gilet jaune. Donc, Emmanuel Macron, que fait-il? D'ailleurs, à mon sens, Emmanuel Macron et Édouard Philippe, à l'époque Premier ministre, sont surpris quand arrive ce mouvement, parce qu'ils n'ont peut-être pas regardé le détail des choses. Et la première décision qu'ils prennent, c'est exactement l'inverse de ce que dit Marine Le Pen, c'est geler la fiscalité sur les carburants. Donc, on répond à cette question. Cette mesure, cette augmentation du prix des carburants, c'est lié à une décision prise par Ségolène Royal et certainement pas par Emmanuel Macron. Je vous dis 2 mots quand même, parce que je veux compléter votre information. La TICPE, taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, qui s'appelait TIPP, c'est 35 milliards d'euros de rendement pour l'État. C'est absolument considérable. En 2022, l'année prochaine, votre budget essence, en moyenne, devrait être et c'est là où on comprend que c'est douloureux, 2 000 euros dans l'année. Enfin, dernier élément d'appréciation, vous augmentez d'1 centime la fiscalité sur le litre d'essence. À la fin de l'année, ça fait 500 millions d'euros de recettes supplémentaires pour l'État. Donc vous comprenez que les centimes sont douloureux pour les uns, précieux pour les autres. Merci mon cher Pascal. Dans un instant sur LCI, vous restez avec nous, Solène et la folie des abonnements. Vous en avez de partout, ça vous coûte très cher les abonnements que vous avez un peu partout. Solène nous aide à nous sortir de labo-dépendance. C'est vrai. Un mot de votre météo du jour avec toi, Guillaume. Eh bien, les régions de l'ouest et du sud sont abonnées au soleil cette semaine. Toujours des conditions agréables dans ces régions. Au nord-est, c'est un peu plus gris. Au centre-est également, avec beaucoup de brouillard ce matin. Les températures, 19 degrés à Gaillac. Gaillac, c'est dans le Tarn. 18 à la Trinité-Porouette, c'est dans le Morbihan. Et 19 degrés à Bédarieux, c'est dans l'Hérault. À tout de suite.